Bonjour Elisabeth, peux-tu me parler de ta rencontre avec l'École des Roches? Mais avec grand plaisir. Alors, ma rencontre avec l'École des Roches, il se trouve que je suis danoise. Mon père était ambassadeur du Danemark et que j'ai donc vécu cette vie d'enfant de diplomate. Je suis né au Congo, j'ai vécu en Égypte, en Turquie, au Maroc, en Pologne, etc. Et j'étais dans les écoles françaises des ambassades de France. Et il arrive un moment, moi j'étais plutôt bon élève, etc. Je me dis, bon, il faut peut-être que je mette un pied en Europe et que je connaisse l'Europe. Donc je demande d'aller en pension. Mon frère était parti en pension au Danemark. Et donc là, mon père, sympa, fait la pile des pensions anglaises, danoises, françaises et suisses. Et sortie de route, erreur de parcours, je choisis d'abord une pension suisse qui était une pension de bonne sœur. J'avais pas forcément bien compris dans le catalogue qu'il y avait la messe tous les matins et qu'on était en grande chasuble blanche, etc. Inutile de te dire que ça m'a pas plu. Donc rebelote, au bout de cette année, je me refais la liste des, enfin non, les catalogues d'écoles et je choisis l'école des Roches. Choix formidable, j'ai adoré cette école. J'ai tout aimé. J'ai aimé le cadre, la manière de gérer les élèves par maison. Donc voilà, moi j'étais au Fougères avec Monsieur et Madame Marmara. Et donc il y avait en même temps le côté très cadré, évidemment, mais aussi le côté familial, affectueux. Donc pour quelqu'un qui effectivement dont les parents étaient sur un autre continent, c'était quand même très sympa. Et j'ai aussi aimé, parce qu'il m'a fait une grande confiance dès que je suis arrivé, en me nommant capitaine dès la première année et ensuite l'année d'après capitaine de conseil. Et ce côté où on gère donc une équipe d'élèves, ensuite la maisonnée en fait en tant que responsable un petit peu, j'ai trouvé ça formidable. Je pense que ça m'a un peu formaté pour la suite parce que j'ai toujours aimé par la suite, on va peut-être en parler, mais avoir des équipes, voilà. Donc et ça a été une découverte formidable. J'ai aimé aussi l'ouverture au monde, le côté international, les travaux pratiques. J'adore la photo, j'étais en TP photo. Voilà, enfin, tout ce que l'école offrait comme possibilité et comme culture différente, etc. J'étais la première danoise parce que j'ai apporté le drapeau danois à l'école pour le défilé et quand on montait les couleurs des drapeaux. Donc voilà, tout ça, j'ai aimé cette école et voilà. Et puis ça m'a ancré en France. Je pense que je ne sais pas ce que je serais devenu si j'avais pas choisi l'école des Roches en fait. À l'École des Roches, il y a des personnages parmi les encadrants. Monsieur Marmara en faisait partie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Mais j'ai aimé Monsieur Marmara. J'avais une relation très de confiance avec Monsieur Marmara. Bah, la preuve, c'est qu'il m'a nommé tout de suite alors que je venais d'arriver à l'école. Donc capitaine puis la capitaine de conseil. On avait une relation très ouais familiale, très affectueuse. Donc j'ai beaucoup aimé être sous j'allais dire la responsabilité de Monsieur Marmara dans cette maison des Fougères. Et, euh, et voilà, mais ça n'empêchait il y avait aussi de la sévérité. Il fallait pas, parce que j'ai des souvenirs évidemment. Moi, j'étais plutôt dans le modèle très sage. C'est sûrement comme ça que j'ai été nommé capitaine et capitaine de conseil. Mais je me souviens aussi des tournées que faisait Monsieur Marmara quand il y en avait qui sortaient par les fenêtres le soir pour rejoindre les garçons. Donc voilà, je faisais partie des sages moi. Mais bon, mais ça aussi, donc ça fait partie aussi de cet encadrement. Encore une fois, très cadré de cette école, mais qui était formidable. Les garçons qui plongeaient dans les bouses de vache parce qu'ils voulaient pas se faire voir par les feux des patrons, enfin des maîtres de maison là qui sillonnaient pour voir qui s'était un peu échappé. Ben, tout ça, c'est des souvenirs très rigolos. Mais voilà, et j'en ai plein d'autres que je peux te raconter. Mais voilà, donc très excellente relation avec Monsieur Marmara que j'ai beaucoup aimé. Et puis plein de bons souvenirs. Et les élèves, alors je sais pas si tu es comme moi j'ai gardé beaucoup d'amis parmi les anciens rocheux en fait. J'en ai moins gardé ce que je regrette parce que je suis partie ensuite dans des pays, etc. J'ai fait une carrière un peu internationale, donc j'en ai moins gardé. Je le regrette. Je peux peut-être me rattraper sur la fin là, parce que je vois qu'il y a eu une association des anciens élèves des Roches et on a eu l'occasion de se retrouver, mais assez peu. Dommage, parce que ça aurait dû être effectivement un plus immense. Mais j'étais très marquée par cette école, très marqué par la manière dont, ouais, le côté, encore une fois, international. Bon, moi, j'étais déjà international, mais et puis une école sans trop de contraintes. Le système scolaire français, quand on est quand même assez contraignant. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup d'ouverture. Enfin, et puis, je me souviens, enfin, rien à voir, mais j'étais dans l'équipe de volley de l'école des Roches. Je me tords la cheville, j'explose tous mes ligaments. Il fallait m'emmener à l'infirmerie et passe devant le prof d'anglais. Je me trompe pas, Monsieur Baxter, c'est ça? Absolument. Monsieur Baxter à cheval
So British, donc à cheval avec ses moustaches. Formidable, qu'est-ce qu'il fait? Il me prend sur son cheval, qui m'emmène à l'infirmerie à cheval. Et ben, j'ai quasiment oublié les 6 semaines de plâtre qui m'avaient quand même bien embêté. Parce que cette petite ride sur le cheval de Monsieur Baxter, j'ai trouvé ça quand même extraordinaire. Bon bref, j'ai un milliard de souvenirs formidables de l'école des Roches, mais surtout, ouais, des rapports humains que moi j'ai tout aimé dans cette école en fait. Au niveau rapport humain, pas de racisme, pas de ségrégationnisme, on oublie les religions. Ah mais rien de tout ça, mais rien, enfin jamais, pas le moindre souvenir dans ce sens-là. Au contraire, une ouverture au monde, une vraie empathie vis-à-vis des autres, que j'ai toujours gardé, que j'avais peut-être au départ, mais que j'ai toujours gardé. Et voilà, et ce melting pot, ce mélange est d'une richesse incroyable. Je l'avais déjà eu parce que je suis né enfin, j'ai vécu dans des pays différents et j'ai connu les cultures incroyables, montant à cheval devant les pyramides en Égypte, etc. Enfin, des choses comme ça quand j'étais enfant. Mais avoir toujours retrouvé ça dans un milieu scolaire, cette ouverture au monde, ce mélange de cultures, ben, c'est extraordinaire, hein, extraordinaire. Et beaucoup de fierté quand on. Je me souviens quand j'emmenais la maison des fougères pour le lever des drapeaux, toujours beaucoup de fierté à voir tous ces drapeaux se lever de pays différents. Moi, je voyais le Danemark que j'avais amené moi-même, mais bah oui, fierté, voilà, c'est tout ce que je peux dire. 50 nationalités à l'école des Roches. C'est C'est merveilleux, énorme. mais c'est énorme. Je ne sais même pas s'il y a une autre école comme ça en France, sûrement à l'international, mais c'est extraordinaire. C'est quelque chose dont il faut parler. C'est quelque chose parce que franchement, ça te marque pour la suite de ta carrière, la suite de ta vie, cette ouverture, bah, je trouve ça unique et très très riche comme expérience. Alors justement, il y a eu l'après-école des Roches. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Oui, bah, l'après École des Roches, moi j'ai fait une carrière assez dans des grandes sociétés corporate. En sortant de l'école, j'ai fait une école de commerce et ensuite je suis rentré chez L'Oréal, où j'ai fait, avec une interruption au milieu, où j'ai fait d'autres groupes comme Revlon les Américains, j'ai dirigé aussi Bang Olufsen. Je suis revenu chez L'Oréal pour diriger des marques au niveau mondial. Et donc j'ai passé 20 ans dans ce groupe formidable, également très international évidemment. Et c'est ce que je disais, mais le fait, j'ai toujours adoré manager les équipes, mais je pense que ça me vient des Roches en fait. Je pense que ça me vient de cette époque de capitaine de conseil, etc. où j'ai terriblement aimé faire ça. Et après, donc voilà, diriger des marques au niveau mondial. Donc aujourd'hui, donc j'ai quitté tout à fait récemment L'Oréal, mais je continue à faire des conseils d'administration, à faire du conseil stratégique dans pas mal de groupes, sur pas mal de projets, de l'activité de business angel où j'investis dans des boîtes en création, etc. Donc vraiment un parcours très riche en termes professionnels et toujours ce souvenir des Roches qui m'ont tant apporté et que j'aimerais partager parce que c'est une école qui doit être éternelle, qui doit continuer. Il y a eu des très beaux parcours de Rocheux et il faut en parler parce que ça doit donner envie à beaucoup de personnes de vivre cette expérience qui est très unique. Moi, je pense très unique en France en fait, euh, comme école. Ce que j'ai apprécié personnellement avec l'école des Roches, je ne sais pas si tu partages cette impression, c'est que cette école te permet en fait d'être à l'aise partout, dans tous les milieux. Oui. Ah, mais c'est très juste ce que tu dis, absolument, parce que c'est vrai qu'on côtoyait certaines personnes, voilà, sans les nommer, mais qui avaient effectivement possibilités très importantes, et d'autres personnes dont c'était pas forcément le cas. Euh, et donc tu es absolument à l'aise dans tous les milieux, moi je trouve dans aussi presque toutes les cultures. Enfin, et ça c'est une richesse d'interaction personnelle formidable dans la vie. C'est un cadeau, en fait, c'est un cadeau. Alors pour revenir sur ton parcours professionnel, je me souviens d'une anecdote que tu m'as racontée et qui m'a bien fait sourire, j'ai trouvé ça fort sympathique. Si j'ai bon souvenir, quand Carita t'a proposé la direction, tu leur as dit oui, mais à une condition. C'était celle qu'ils gardent la maison de la rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est ça? Oui, j'avais surtout redressé la marque Helena Rubinstein avant ça, qui a été un formidable succès pour le groupe L'Oréal. Et voilà. Et donc, on m'a demandé effectivement aussi de reprendre la marque Carita, la relancer, la redresser. Et je suis très attaché aux racines, très attaché au storytelling des marques, des personnes en général, mais des marques aussi.
Et cette marque était née dans la maison de beauté Carita au 11 Faubourg Saint-Honoré. J'ai donc insisté, et j'ai mis comme condition de redresser la marque, de pouvoir garder cette maison, en faire un temple de la beauté mondiale, ce qui a été le cas. Mais c'est drôle que cette anecdote qui était marquée, mais parce que j'en ai eu tellement dans ma vie professionnelle, des anecdotes. Mais Oui, parce que je trouve que l'endroit est tellement beau et c'eût été tellement dommage dommage. qu'ils Oui, s'en séparent dommage. que j'ai trouvé ça formidable que Mais que ça soit une condition sine qua non Mais à oui, ton arrivée. parce que j'ai profondément une connaissance du luxe. Et dans les marques de luxe, tu as des fondateurs, des racines, du storytelling. Et tu ne peux pas continuer à développer des marques de luxe sans cette équation-là. Tu peux pas te dire, tiens, bah, le fondateur, j'oublie ou j'invente une nouvelle marque. Ça marche jamais. Tu pars du passé pour réinventer l'avenir. Et donc, c'est pour ça, c'est ce que j'ai souhaité faire également avec Carita, comme j'avais fait avec Helena Rubinstein. Alors je connais ta modestie, ta discrétion, mais visiblement tu as formidablement bien redressé Carita. Carita, et j'insiste sur Helena Rubinstein avant, qui Oui. était le très gros succès quand même que le groupe a connu, notamment dans le soin de luxe, hein, donc qui n'était pas quelque chose qui était, je dirais, spécifique et connu nécessairement chez L'Oréal. Et ça a été un bonheur de redresser ces deux marques. Hein, donc je m'y suis attelé comme si c'était aussi bien Helena Rubinstein ou les sœurs Carita, c'était mes grands-mères. Hein, donc les marques me coulaient dans le sang et dans les veines comme si c'était les miennes, comme si j'en avais hérité. Et c'est comme ça que tu fais des choses à fond, avec beaucoup de passion, beaucoup de... Il faut être passionné dans la vie, en fait. Il faut donner pour recevoir, et il faut être passionné, autrement tu ne vas nulle part. Bien sûr. Tu as une autre passion, c'est la défense de la cause des femmes. Oui, alors c'est vrai que ça fait quoi, 17 ans que je suis très active auprès de l'association Force Femmes, qui aide les femmes de plus de 45 ans soit à remettre un pied dans le monde du travail ou à créer leur entreprise parce qu'elles ont été shootées par la vie, perdu leur job. Souvent, tu perds également, c'est des questions de divorce, etc. Donc, il faut les aider à revenir dans le monde du travail. Et je m'y suis beaucoup, beaucoup investie. Je suis toujours au conseil d'administration de Force Femmes. Et, euh, et j'ai vu tellement de belles histoires, j'ai pu assister tellement de femmes, coacher tellement de femmes, c'est un vrai bonheur. Là aussi, donner, c'est recevoir. D'avoir les retours de ces femmes qu'on a pu aider sur des choses qui nous paraissaient assez simples, mais finalement qui leur a ouvert les yeux sur comment se refaire, et puis d'abord, comment reprendre confiance en soi. Parce que dans ce cas-là, quand tu es, encore une fois, shooté par la vie, tu perds la confiance en toi. Et c'est ça qu'il faut d'abord travailler, reconquérir, regagner, de manière à pouvoir réescalader l'Himalaya et des montagnes, parce qu'autrement tu n'y arrives pas tout simplement. Et ça a été une très belle aventure aussi que je continue avec bonheur. Je continue avec bonheur de m'occuper effectivement de ces personnes chez Force Femmes et d'être au conseil d'administration aux côtés de Véronique Morali qui a, avec Anne Méo, créé cette association extraordinaire. Alors une dernière question, plus terre à terre. Tu serais là maintenant face à une jeune rocheuse, un jeune rocheux qui vient de terminer ses études, qui va se lancer dans la vie. Tu lui dirais quoi? Tu lui donnerais quoi comme conseil? Si tu avais un conseil à lui donner. Un conseil, c'est peut-être qu'il y en a plusieurs, mais c'est le même conseil. En fait, c'est tout est possible. Aie confiance en toi et dis-toi que tout est possible. Que ce soit en recherche de job, que ce soit dans ta vie, dans la construction, tout est possible. Et n'abandonne jamais. Moi, j'ai toujours eu comme motto Never give up, qui est n'abandonne jamais. Mais crois en toi, vas-y, mais tu peux tout faire. Quand tu crois en toi, tu peux tout faire. Tout faire. Encore une fois, cette idée d'escalader les montagnes. Mais franchement, ça m'a guidé, ça, de se dire qu'est-ce que tu as à perdre? Tu écris au président, tu veux un job, mais écris au président. And so what? Qu'est-ce que tu as à perdre? Au pire, ça va pour elle, mais et si jamais ça devient. Moi, c'est comme ça que j'ai eu la plupart de mes jobs, j'ai toujours écrit au président. Et quand je dis ça aux jeunes aujourd'hui, ils me disent ah ben non, je peux pas, c'est pas possible. Je dis si, c'est possible. Tu n'as rien à perdre et tout est possible. Et toi, tu peux. C'est à toi de tracer ton propre chemin. Trace ta route en te disant ben voilà, tout est possible, je sais tout faire et la vie m'appartient, quoi. C'est ça le plus beau conseil, je pense, qu'on peut donner aujourd'hui à des jeunes rocheux. Alors, est-ce qu'on peut pas rajouter juste une petite parenthèse que nous a appris l'école des Roches, euh, tout en gardant ton honnêteté intellectuelle? J'ai l'impression que c'est très important aussi dans la vie. Ah ben ça c'est indispensable. Pour moi, ça se discute même pas. Je veux dire, c'est un prérequis qui est tellement évident que bah, je vois pas comment. Enfin, le monde n'appartient pas aux non honnêtes. Le monde appartient aux gens honnêtes qui ont du cœur d'abord du cœur, et qui savent donner. Et après, et puis voilà, trace ta route, trace ton chemin et confiance.
Merci Elisabeth. Je t'en prie, merci.